Je fais du cinéma pour essayer de représenter la vie. Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. C'était un moment ultra fort pour moi, ça. C'est grâce à eux que je suis sur ce film. C'est un César totalement immérité. Il y a des gens, depuis 30 ans, ils m'allument, quoi. Putain, on a enterré maman, genre t'étais même pas là, tu te rends compte ou pas? Bah, j'avais pas revu cette scène et ouais, c'est super émouvant. Donc ça c'est In Transit, le film que j'ai fait quand j'étais étudiant à New York University. Et c'est il y a longtemps. C'est vraiment le premier court-métrage dont j'ai été content. Il y avait des exercices d'école que j'avais fait à New York University avant ça. C'est un Russe qui joue ça, parce que il était dans mon école avec moi. Il était réalisateur et il est en transit à New York, et comme moi j'ai été en transit à New York pendant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a emmené à New York? J'avais envie de partir, surtout. J'ai essayé d'aller à Londres ou à Bruxelles et à New York. New York, j'ai été pris et forcément c'était la ville qui me faisait le plus rêver. C'est un programme qui durait 3 ans, mais j'ai pu payer que 2 ans. Et ça a été vraiment une révolution pour moi. C'est-à-dire que le fait de vivre à l'étranger, d'apprendre l'anglais, d'apprendre le cinéma avec des gens qui étaient américains, ça a été vraiment ultra important. Pendant 2 ans, j'ai pas dormi, je dirais. Il y a eu cette force de New York et de tout ce que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses sur la direction d'acteurs, sur le scénario, sur la mise en scène. Le Cédric qui débarque à New York dans les années 80, c'est un petit peu le Xavier qui débarque à Barcelone quelque part? Bah clairement, c'est-à-dire que même après New York, j'avais envie de faire un film sur un étudiant français qui part à New York pour apprendre le cinéma. Je m'étais dit c'est un sujet de film qui pourrait être intéressant. Et puis, quelques années plus tard, il y a ma sœur qui a fait Erasmus à Barcelone. Et je me suis dit, par rapport à ce que j'ai vécu comme étudiant français qui vit à l'étranger, il vaudrait mieux de parler de la génération Erasmus que de ce que j'avais vécu moi. Et donc, clairement, l'Auberge espagnole, c'est une référence à mes années d'étudiant à New York. Le fait de partir et de dire au revoir à ma copine, à ma maman, le fait de faire la fête avec tous les gens le dernier jour de New York, ça c'est des choses que j'ai vécues à New York et que j'ai vraiment transposées dans l'Auberge espagnole. On peut rentrer? Non, pas aujourd'hui, c'est pas une réunion mixte, on préfère rester entre femmes. Oh l'autre, entre femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire qu'on peut pas entendre? Je ne comprends pas. Des trucs de femmes. On est comme des femmes, nous. Pas moi, ça va pas, toi? Non, mais c'est bon, de toute façon, on voulait pas vous emmerder, on va y aller, c'est les ça, on mecs. préfère rester entre nous. Mais attends, on peut juste se mettre dans un petit coin là-bas. Non mais tu comprends pas que les femmes aujourd'hui, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale. Aujourd'hui, on a besoin de s'organiser entre femmes pour lutter. Là, t'exagères, parce que nous, on n'est pas responsable de tout ça. Et l'oppression des femmes, on est quand même assez ouverts, nous, pour en parler avec. Ouais, s'il y a des problèmes à régler, on doit le faire ensemble, les hommes et les femmes. Ouais. Sinon, vous allez vous marginaliser, vous mettez vous-même dans un ghetto, là. Exactement. Ah, il cause bien, mon pote. Ouais, il a c'est raison. vrai, reconnais qu'il a pas tout à fait tort. Ah, ça vous fait peur qu'on puisse lutter sans vous, mais qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas tout le temps besoin de vous. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, ça me fait rire. Non, et en plus c'est drôle parce que j'ai vu Julianne Roth, qui est donc la fille qui joue de dos à droite. Je l'ai vue avant-hier et je l'avais pas vue depuis longtemps, donc ça me fait drôle de la revoir là, à cet âge-là. Nous, on dit pas le contraire, on dit simplement qu'on veut faire une réunion toute seule, tranquille. On discutera avec vous une autre fois. C'est pas pareil si vous êtes là. Ce film a été... Enfin, c'est fou comment on en parle encore aujourd'hui et que des gens de 20 ans qui voient le film aujourd'hui ont encore la même réaction avec ce film-là. C'est un film qui passe les époques d'une façon un peu troublante. Justement, ça, comment vous l'expliquez que ce film passe les époques à ce point-là et touche des jeunes générations? Je peux pas l'expliquer, c'est vraiment des choses qu'on peut pas expliquer, c'est très mystérieux pour moi. Les gens s'approprient le film et je sais pas pourquoi, c'est-à-dire que je suis pas la bonne personne à qui poser cette question en fait. Le seul truc c'est que nous on a écrit ce film avec Santiago Amigorena, avec Alexis Galmo, avec les deux j'étais au lycée. Et donc on est parti de nos souvenirs et très souvent les personnages du film sont des fusions de 2 ou 3 personnages qu'on a connus de façon réelle. Et donc du coup les personnages sont issus de gens vrais, je dirais. Et les dialogues ou les choses dont on parle, c'est des choses très sincères, c'est-à-dire que on est parti sur le fait de parler des gens de 17 ans qui sont en terminale et que très souvent on disait oui les années 70 c'était la liberté sexuelle et tout ça. On disait nous on n'a pas du tout vécu ça. Et donc il y avait un côté misère sexuelle, il y avait un côté ratage de l'adolescence et on s'est dit on part sur quelque chose
de décrire la réalité avec voilà, cette rencontre. Là, c'est le début du féminisme, c'est le début du MLF, et donc c'est un dialogue qui, étrangement qui fait écho au féminisme d'aujourd'hui, qui n'est pas complètement le même qu'à l'époque. Je voudrais savoir, comment vous voyez ces fameuses années 70 et pourquoi on en parle tellement aujourd'hui? Pourquoi elles sont tellement revenues à la mode? Moi, quand je parle en tout cas avec des lycéens actuels, c'est des gens qui ont beaucoup la nostalgie de cette époque-là, surtout par rapport au côté révolte. Vous êtes vraiment rencontrés dans la rue ou c'est pour faire bien dans le dossier de presse? Bah, c'est le directeur de casting, voilà. Bruno Lévy, qui l'a rencontré devant un lycée. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Alors, il y a un type comme ça qui arrive devant le lycée et qui vous propose de jouer? Voilà. Puis après, tu dis oui ou non, quoi. Et là, vous avez dit oui? Ouais, j'ai réfléchi, pas ouais. Et de tomber à côté, par exemple, d'Élodie, qui, elle, avait déjà fait. C'est drôle, j'avais jamais revu ça. Bah, là, le temps est passé, ça fait 30 ans, hein, ces images-là. Donc, bon, d'une part, ce qui n'est pas dit, c'est que Élodie et Romain, ils ont vécu 5-6 ans ensemble, donc c'était le début de leur relation. Romain, qui ne pensait pas être acteur, est devenu acteur. C'est joli de voir ça, de voir... l'âge des possibles, comme dirait Pascal Ferrand, c'est-à-dire que la vingtaine, c'est l'âge où on essaye des choses, quoi. Moi, c'était vraiment mon début de réalisateur. Mon premier long métrage, je le fais à 29 ans. Et ce qui s'est passé autour du Péril Jeune, c'était vraiment un moment assez important, quoi. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que grâce à cette école que j'ai fait à New York, je savais faire des films. En fait, j'avais vraiment appris à faire des films, et j'ai mis du temps à convaincre les autres que je pouvais faire des films. À quel âge vous avez commencé? À 16 ans. 16 ans. Et vous en avez fait un par an, dont plusieurs premiers rôles déjà. Oui. Et de tomber à côté de professionnels comme ça vous êtes senti paumé au début ou pas? Non, non. Bah non, ils sont cool, hein, ça va. Et toute la bande, puisque c'est une bande, toute la bande était cool? Ouais. J'étais étonné d'ailleurs, mais c'est des gens... Ça veut dire que vous allez continuer? Ouais, un peu, ouais. Vous avez déjà continué? Ouais. Je pense que Romain, notamment, il était très copain avec Vincent Elbaz, et Vincent l'a aidé à extérioriser des choses, à être plus extraverti, disons. Mais ça a été un processus long, et je vois que moi, j'ai fait 8 films maintenant avec Romain Duris. Lui, il a évolué. Au début, je le filmais, c'était un documentaire. C'est que je filmais ce qu'il était, ce que vous avez vu là sur le plateau télé. Quand j'ai fait Salade grecque, là, dernièrement avec lui, ou Casse-tête chinois, bah, c'était devenu un acteur avec une carrière, avec un savoir-faire, avec une expérience d'acteur. Donc c'était complètement autre chose de le diriger, quoi. Mettez-vous là, et puis vous allez parler là dans le micro. Allez-y, dites tout ce que vous avez à dire. Il faut pas hésiter. Ce soir, je vois que tout le monde est prêt à vous écouter. Allez-y. Allez. Non, mais je pensais pas du tout qu'on allait la voir. Alors je suis très contente. Ça risque de durer longtemps parce qu'avec le trio, si on se remercie tous, ça va prendre du temps. Mais je ne l'ai jamais fait en public, et vraiment, je vous remercie beaucoup, tous les deux, parce que c'est grâce à eux que je suis sur ce film. Et en ce qui concerne le scénario, c'est quand même beaucoup eux qu'il faut remercier. Voilà. Alors moi, cette année, je n'ai pas de revendication. Je crois que je suis tout simplement en train de me faire bouffer par le système. Donc je vous remercie beaucoup, et à la prochaine fois. C'était un moment ultra fort pour moi, ça. Et c'est un peu ce que je dis d'ailleurs. C'est le seul César que j'ai, et c'est un César totalement immérité, puisque c'est vraiment eux qui ont écrit le scénario. On a travaillé 5 mois à faire l'adaptation, donc il y a un travail. Mais ce scénario, le meilleur scénario, c'est vraiment leur texte qui était d'abord un texte pour le théâtre et qui est devenu un texte pour le cinéma. C'était pour eux, ce César. Par contre, je raconte beaucoup que ensuite, j'ai beaucoup appris sur l'écriture du scénario grâce à ce travail avec eux. C'est les 5 mois passés à les voir travailler ensemble, réfléchir ensemble. Ça a pris du temps pour moi d'apprendre à écrire un scénario. Et la dernière étape de mon apprentissage, ça a été avec eux, où c'était un stage génial, quoi. C'était vraiment un centre de formation, et je ne les remercierai jamais assez d'avoir juste assisté à ces discussions. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'ils m'acceptent ici. Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. C'est comme si leurs engueulades, c'était celles qui avaient lieu dans ma tête en permanence depuis que je suis tout petit. Do you like music? And do you like riding horses? Which kind of music? C'est drôle parce qu'en voyant cette scène, elle ressemble étrangement à celle du Péril Jeune, en fait, je trouve, sur le fait d'avoir un groupe et comment on laisse la parole à chacun,
Mais là, le but de cette scène, c'était de fabriquer un bordel, en fait. C'était que les gens se parlent les uns sur les autres. Et donc, il y a à la fois quelque chose de très organisé, mais qui doit à un moment déborder, qui doit devenir bordélique. Et Romain Duris joue l'exact opposé. C'est-à-dire que Xavier, c'est l'opposé de Tomasi dans Le Péril jeune. No, I don't know, but maybe it's going to be difficult with you, because you are French, and we are already all from very different countries. You know, I'm Italian, Tobias is German, Lars is Danish, Wendy is English, and so that is Espanol. She's the only one from here. From? Tarragona. Tarragona, yeah. So. But what's the problem? I mean, we never said the nationality would be a problem. Yeah, of course, but it's obvious that if the person is Italian or Spanish, it will be easier for everybody here. No. If the person is Italian, it's not easier for me. Là, c'était vraiment presque une façon de représenter l'Europe dans un appartement. C'est une métaphore de l'Europe, cet appartement. Et ensuite, quand j'ai été présenté l'auberge espagnole à la Commission européenne, j'ai vu que la Commission européenne ressemblait étrangement à ce qu'on voit dans cette scène. Justement, ce film célèbre un peu l'abolition des frontières intérieures de l'Europe. Cette époque-là, comme vous l'avez dit, elle est un petit peu derrière nous, puisque au final, on est en train de revenir en arrière et essayer de remettre des frontières. Est-ce que vous regrettez cette époque-là? Clairement, je regrette. En fait, il y avait deux idées fortes dans la construction européenne de l'époque. Il y avait le fait de sortir de la guerre et qu'il fallait construire la paix entre les gens. Et que cette idée-là, elle est un peu émoussée aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, l'image de Mitterrand avec Helmut Kohl qui se tiennent la main, c'était un truc super émouvant. C'est-à-dire que c'était pas très longtemps après la guerre, c'était quoi, 50 ans après la guerre, où l'idée qu'il puisse y avoir une amitié franco-allemande, c'était une idée folle. C'est comme si on disait aujourd'hui, entre les Palestiniens et les Israéliens, ça va bien se passer dans quelques années. C'est difficile d'imaginer ça. L'idée de partager une idée démocratique, elle est compliquée en Europe aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que le plaisir de l'auberge espagnole, c'est le plaisir lié à l'enthousiasme de ces années-là. Et les gens étaient contents de faire des fêtes Erasmus. Il y avait des fêtes Erasmus mythiques à Barcelone où on voyait des Suédois avec des Italiens et des Espagnols qui faisaient la fête. Et c'était ça. Vous allez voir, le bâtiment est un peu austère, mais il y a une super ambiance. Oui, ça c'est vrai. Hein? C'est vrai, on rigole bien tout de même, monsieur Bernard. Hein? Et bon. voilà. Allez. Vous avez quel âge? 25 ans. Oula, bah vous allez être un jeune retraité alors. Pour le chauffage, ils ont un peu tendance à chauffer à mort. Alors ce que je fais, moi, je le mets sur 2. 2, c'est bien. C'est largement suffisant. Alors, en ce qui concerne les dossiers, faut pas se tromper. Hein. Il y a les jaunes, les bleus, les rouges. Même chose pour le fichier informatique. Ils sont assez tatillons là-dessus à la Commission européenne. Ah, ça, pour ça, ça ne rigole pas. Hein. Faut de l'ordre. Hein. Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Pas vrai, monsieur Bernard? J'ai croisé pas mal de gens qui ont travaillé à Bercy qui m'ont dit « Vous avez très bien décrit l'ambiance de Bercy », y compris d'ailleurs il y a 2 ministres des Finances qui me l'ont dit, où je pense qu'eux, ils auraient bien aimé partir en courant. Non, c'est drôle parce que c'est une scène qui a beaucoup parlé avec plein de gens, où à l'époque, je me rappelle, j'avais des copains qui étaient étudiants et qui commençaient à travailler dans des sociétés, donc ils se retrouvaient en banlieue avec dans des énormes boîtes où ils étaient 3000 et où il y avait une espèce de truc comme ça, et où le rêve qu'on a quand on est étudiant et qu'on se dit j'aime beaucoup la biologie ou j'aime beaucoup l'économie ou j'aime beaucoup le droit, et qu'on se retrouve dans des trucs très très embrigadés, quoi. Il y a une perte de rêve, quoi. Donc c'est pas des trucs qui me sont arrivés à moi, mais c'est des trucs que j'entendais beaucoup de la part de mes copains, où le monde du travail, ça peut être un truc un peu dur à vivre pour plein de gens, quoi. Je choisis un avenir sans débouché. Je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire. Tout paraît clair, simple. Je vais écrire, limpide à présent. Tout paraît clair, simple, limpide à présent. Je ne suis pas ça. Je pensais que j'étais comme ça, ni ça. Je ne suis pas ça. Et je ne suis plus ça. Ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Mais je suis tout ça. Dans mes recherches, je suis retombé sur une critique du Monde de l'époque qui est parue au moment de la sortie de l'auberge espagnole. Alors je vous lis la critique. Cet esprit boy scout et cette morale naïve sont d'autant moins enthousiasmants que viennent s'y accoler des personnages réduits à des poncifs,
l'allemand ordonné, l'anglais espiègle, le français fantasque et l'espagnol fêtard, et des affaîtries stylistiques où l'usage abusif du split screen et des incrustations numériques tentent d'injecter du cinéma dans un film qui a la télévision pour seul horizon. C'est qui a écrit ça? J'ai pas noté l'auteur. Ah non, il faut le citer. C'était Le Monde. C'est Jean-Pierre Bacry qui m'a dit arrête de lire les critiques parce que à l'époque je me faisais beaucoup allumer par ce genre de gens. Et je l'ai écouté, ça fait des années que je lis plus et vous comprenez pourquoi je lisais pas. Ça m'apportait rien, c'est-à-dire que dire ce qui est bien, c'est que le temps permet de relire les choses. Et c'est vrai qu'il y a des gens du monde de Libération, des Inrecuptibles, qui m'ont toujours détesté. Quand on lit les articles maintenant, c'est plus facilement rigolo, quoi. Cédric plus Cécile égale César. J'ai eu un César. Merci beaucoup. Donc moi, j'ai jamais eu de César pour moi, mais par contre, quel plaisir j'ai eu qu'il y ait plein d'acteurs, Daroussin, Cécile de France, soit des gens nommés, soit des gens qui ont des Césars, et ça fait plaisir, quoi. J'ai d'ailleurs toujours regretté que Romain Duris, je crois jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu de César. Et ouais, c'est plaisant quand il y a cette récompense-là. Puis Cécile, elle a eu 2 fois, donc c'est beau. Qu'est-ce qu'elle représente, Cécile, dans votre filmographie? L'une de vos actrices fétiches? Ouais, maintenant on peut le dire, parce que là, ça fait 6 fois qu'on travaille ensemble. Puis là, dans l'Avenue de l'Avenir, le film que je viens de faire, elle fait encore complètement autre chose. Donc elle fait un rôle qui n'a aucun rapport avec ce qu'elle faisait dans L'Auberge espagnole ou dans Les Poupées russes. Donc ouais, c'est un bonheur de travailler avec des gens comme ça. C'est des grandes actrices, quoi. Linda, je peux te parler. Je peux te parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie d'aller vivre là-bas. Tu dis ça, tu sais, c'est une super fille, New York, ça va être super. J'ai pas envie d'aller vivre là-bas, j'ai envie de rester ici. Oui, mais tu dis ça parce que tu connais pas New York. C'est une super belle ville, New York, je te jure. Il y a des gratte-ciel, tu sais. T'as vraiment de la chance d'aller à New York. Mais en fait, t'es content qu'on parte, toi? Bah non. Évidemment, je suis pas contente. Bah pourquoi tu dis que ça va être super alors? Xavier! Ça va être super. Hein? Ok, Tom. Au revoir, papa. Au revoir, chérie. Ok, let's go. Lisa? Viens. Je me suis fait gauler. Bah, j'avais pas revu cette scène. Et, ouais, c'est super émouvant. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment les 2 acteurs, quoi, et l'enfant et Romain Duris qui fabriquent l'émotion. Moi, je me suis séparé quand mes 2 grands-enfants étaient petits. Et le truc de donner 1 semaine sur 2 les enfants, de vivre avec eux un peu comme ça en vie alternée, enfin, oui, ça fabrique des émotions très intenses, quoi. Quand t'arrives comme moi à New York, tu peux pas faire partie directe du monde des up. Tu fais partie du down. Tu habites downtown. T'as pas le droit au ciel. On te fait bien comprendre qu'il faut partir d'en bas. T'es rivé au sol. Ce 3e volet, je l'avais appelé Casse-tête chinois en pensant que j'allais tourner en Chine. Puis en fait, la Chine, c'était compliqué de tourner à l'époque, je crois que c'est toujours vrai. Et je me suis rendu compte que Chinatown à New York, c'était une vraie ville chinoise et que je me suis dit, bah tiens, pourquoi tu n'irais pas tourner à New York? Donc j'ai inventé cette histoire comme quoi Kelly Reilly, elle part vivre à New York. Étrangement, elle était partie vivre à New York, elle, à ce moment-là. Donc il y avait une drôle de résonance parce qu'elle vivait avec un Américain. Mais j'étais super content d'avoir cette expérience américaine. Ça m'a donné envie de ne plus y retourner parce que vraiment l'Amérique est un pays de cinéma. Enfin, les États-Unis, c'est un pays de cinéma, mais ils mettent beaucoup de bâtons dans les roues et je tournerai plus jamais là-bas, quoi. Vraiment, c'est trop compliqué, quoi. En revoyant Casse-tête chinois et en pensant au fait que vous avez commencé par la photo de rue, on ne peut pas s'empêcher du coup de penser à plein de photographes de rue, en voyant notamment ces plans très larges qui suivent
vos personnages. Est-ce que la photo, ça a été un peu une inspiration? Il y a eu un guide, c'est Alex Webb, qui est un photographe de Brooklyn, de New York, que moi j'adore et que Natasha Breyer aussi elle aimait beaucoup, et on se basait beaucoup sur ces photos et le rapport à la couleur que Alex Webb il peut avoir pour décrire à la fois la lumière new-yorkaise. La lumière new-yorkaise elle est très spéciale parce que il y a les ombres qui sont données par le fait que les immeubles sont très hauts, donc les rues elles sont très dans l'ombre, et il y a des arrivées de soleil parce qu'on est au bord de la mer et qu'on est dans une logique de ville comme Marseille où c'est une ville très solaire mais très à l'ombre. Et le rapport à la couleur, il est très particulier parce que moi je fais beaucoup l'opposition entre Paris et New York dans Casse-tête chinois, et Paris c'est gris et beige et New York c'est que multicolore quoi. C'est-à-dire que il y a du rouge, du bleu, du jaune. À Paris il n'y a pas du tout des couleurs franches comme ça. Toi tu deviens quoi alors? Rien de spécial. Rien. Attends, il est marié, il a un enfant. T'es marié? T'as un enfant toi? Ouais. Attends, toi t'as un enfant? Ouais. Oh putain. J'ai un petit garçon de 3 mois, ouais. Mais c'est excellent, ça. Mais si t'avais appelé, tu le saurais. D'ailleurs, accessoirement, hein, je sais pas si tu sais, mais maman est morte, hein. Il y a 5 ans. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais appelé pour que tu viennes, mais monsieur était trop occupé, je sais pas où, en Australie, là. Monsieur n'a pas daigné venir. Ou même répondre, ça aurait été quand même... Tu cherches quoi, là? Jérémy. Quoi, Jérémy? Toi, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? T'es sérieuse, là? Lui, il débarque comme une fleur et nous, on est censé... Putain, Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du domaine, qu'on s'occupe de tout. Et lui, il est là, il vient... Quoi? Mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi? Ah, hein? Parce que là, on est d'accord, je connais rien de ta vie. Je connais rien de ta vie, je sais pas où tu vis, je sais pas avec qui, je sais même pas ce que tu fais. Depuis la mort de maman, on a eu 0 nouvelles. C'était un moment compliqué pour moi aussi, c'est clair? C'était un moment compliqué? Putain, on a enterré maman, genre t'étais même pas là, tu te rends compte ou pas? Non, c'est drôle de voir tous ces extraits parce que moi je revois pas mes films, donc ça me fait drôle de les revoir. Puis là, je vois qu'ils jouent bien, quoi. Ça a tout de suite fonctionné, ils se connaissaient pas les trois, et donc ils se sont rencontrés au casting, et de voir ce qu'ils sont devenus, parce qu'on a tourné pendant 1 an ce film, Ce qui nous lie en Bourgogne, et ils sont devenus frères et sœurs, quoi, vraiment, enfin c'est fou. C'était agréable parce que moi je les découvrais, les trois. Et il y a vraiment la notion d'une nouvelle génération d'acteurs, quoi. Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais l'impression qu'il fallait que je passe à autre chose. Et donc, il y a eu deux moments comme ça qui m'ont permis, moi, de trouver des nouveaux acteurs. C'était la série 10% où là, j'ai vraiment rencontré plein d'acteurs. Il y a eu Camille Cotin, il y a eu plein de gens. François Civil qui a participé aussi à ce moment-là. Et puis ce film-là où, clairement, j'avais envie de rencontrer des gens nouveaux, quoi. Il a tellement tout cassé. On était tellement heureux et... Enfin, c'est dur qu'il soit plus là, en fait. Là, vous me parlez de votre père ou de votre ex-compagnon? Ah non, mon père, je le vois presque plus. Enfin, 1 fois par an, je m'en fous. Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Une dépression? Ah oui, peut-être. Mais la dépression, c'est quand même une maladie assez grave. Vous vous sentez déprimé? Non, enfin, je sais pas. Je suis seul, donc... Enfin, je vis seul. Parfois, c'est vrai que... Mais... Avec tout ce que vous m'avez raconté, les insomnies, le malaise dans le métro, comment décririez-vous votre état actuel? En un seul mot? Si vous voulez. Une bulle? Il a quand même ce talent-là, François Civil, pour être sur la frontière entre l'émotion intense et la comédie profonde. Et donc, il fallait qu'ils inventent quelque chose en eux pour être crédibles sur le fait d'aller mal. Et c'était vrai, je me rappelle, j'avais eu des discussions avec Anna Girardot aussi avant le tournage, parce qu'elle sortait de la Fashion Week, et je lui ai dit, il faut que tu sortes de la Fashion Week, parce que forcément, il y avait un côté parisienne... festive, voilà, et je lui dis, voilà, là, pour rentrer dans le personnage, il faut aller creuser des choses plus fragiles, quoi. Là, si tu veux, l'idée, c'est que si vous voulez liker mutuellement avec un mec, il va t'envoyer un message, ok, là, vous pouvez discuter, et si t'aimes bien ce que vous vous dites et si t'as envie, bah, tu peux décider de le rencontrer. Je commande à manger? Ouais, oui. grave. Et là, l'idée, c'est, oui, c'est mieux de le rencontrer dans un endroit safe, quoi.
D'accord. Et en plus, ce qui est totalement barge, c'est que regarde, t'as la géolocalisation. C'est-à-dire que là, si dans le périmètre autour de toi, il y a un mec que t'aimes bien et qui t'aime bien, vous pouvez vous liker, ça fait un crush. C'est genre l'équivalent d'un match sur Tinder, à peu près. C'était un drôle de film de moi parce qu'en fait, il y a beaucoup de comédies avec des choses pas drôles. Et là, c'est pas un hasard s'il le présente ce soir, c'est que on est à Cabourg au Festival du film romantique et c'est un film. Là, c'est possiblement le film le plus romantique que j'ai fait, quoi. C'est une espèce d'absolu du romantisme. Et ce truc de parler de la solitude urbaine, parce que la solitude urbaine, c'est pas comme la solitude des gens à la campagne. C'est ce que raconte ce film-là, c'est que on est seul avec des gens autour, quoi. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter le Havre? Bah, tout se passe à Paris maintenant. Mais ça fait pas trop cliché, genre vieux Paris ici? Écoute, Paris, c'est Paris. Hein. C'est vieux, c'est cliché, mais... Je regarde pas comme ça. Je suis obligé de te regarder si je te dessine. Ce film rassemble beaucoup de choses qui sont dans tous les autres films. Il y a un travail sur la couleur, il y a un travail artistique, c'est-à-dire que toute la réflexion qui est faite sur à quoi ça sert la photographie, à quoi ça sert la peinture, comment on crée différemment, même avec la chanteuse Pomme, le fait de s'interroger sur c'est quoi l'art, quoi, et quelles traces on laisse aussi. C'est-à-dire que laisser des peintures, laisser des photos, ça laisse des traces, et puis que là, on raconte l'histoire d'une famille où justement il y a des choses, des vieilles choses qui restent dans une maison abandonnée, et donc ce sont les traces laissées par ceux qui nous ont précédés. Cette nouvelle génération d'acteurs, donc Vassili Schneider, Paul Kircher et Suzanne Lindon, et aussi Abraham Wapler, comment on tombe sur une génération comme ça, sur un trio, un quatuor? C'est le travail du casting, moi je dirais. C'est vraiment le fait qu'on s'attache à rencontrer des gens et que quand on cherche, on trouve, quoi. C'est-à-dire que là, je parlais du trio François Civil, Pio Marmaille et Anna Girardot. Bah, j'ai vu la même chose avec Suzanne Lindon, Paul Kircher et Vassili Schneider quand ils se sont rencontrés. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, ça prend, quoi. C'est un trio qui fonctionne. Donc là, il n'y a même pas de question de rencontrer d'autres gens après, quoi. C'est-à-dire que c'était eux, quoi, qui devaient faire ça. Abraham Wapler, c'est pareil. Là, c'est son premier long métrage. Je peux vous garantir que ce ne sera pas son dernier. C'est-à-dire que ça se voit, quoi. J'ai un petit garçon de 3 mois, ouais. Mais c'est excellent, ça. Tu attends quelqu'un? Mais non. Mais qui ça peut être? Si, je te jure. Et tu sais ce qu'ils me disent, connard? Vous commencez pas jeudi, mardi. Si là, à l'instant T, vous deviez regarder un petit peu derrière vous et dresser une forme de bilan, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais qu'il faut relire l'article et il faut nommer l'article de journal sur l'auberge espagnole, là, parce que ce journaliste du Monde, il a besoin d'être affiché. Là où je suis super content, c'est qu'au bout de 15 films, je reçois là des messages de gens qui voient l'avenue de l'avenir et tout ça. Dans l'expérience intime qu'ont les gens de certains films, j'ai l'impression de servir à quelque chose, quoi. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a écrit hier en disant j'avais pas parlé avec mon père depuis longtemps, et puis là, ils ont été voir l'avenue de l'avenir ensemble, et puis les deux, ils ont pleuré, ils se sont reparlés, et donc voilà, moi j'ai servi à rapprocher ces deux personnes-là. Je me dis, voilà, finalement, si j'ai servi à ça, enfin, c'est super, ça sert à ça, le cinéma, quoi. C'est partager des émotions, mais partager au sens profond, quoi.